Bonjour tout le monde, ici Tel Côté de l'ACFO SDG. Bienvenue à ce Pop-up Lab sur l'innovation sociale offert par l'ACFO SDG, financé par le gouvernement du Canada. Tous les Pop-up Labs sur l'innovation sociale sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'ACFO SDG. Donc, faites seulement chercher ACFO SDG sur YouTube et vous allez voir toutes ces capsules sur l'innovation sociale, mais aussi tous les webinaires et autres activités qu'on a filmées et qu'on rend disponibles à la communauté. Ceci dit, dans les autres capsules, on a parlé de financement participatif, obligations communautaires, espace partagé, entrepreneuriat social et solidaire, économie circulaire. Et maintenant, on va parler d'approvisionnement social. Imaginez si vous pouviez tirer parti du pouvoir d'achat en ayant des gens qui vous achètent vos services pour diversifier les revenus de votre organisation. Alors là, vous allez me dire, elle parle vraiment en chinois, je ne comprends rien de ça. Prenons le temps de découvrir ce que c'est l'approvisionnement social. D'abord, je vais vous présenter le leader dans le dossier. Maintenant, il y a de plus en plus d'organisations qui s'impliquent, qui s'activent en approvisionnement social, mais les leaders, c'est Buy Social Canada. Ils sont situés en Colombie-Britannique. C'est une entreprise sociale, mais qui a la mission de faire progresser et développer l'approvisionnement social au Canada. Donc, Buy Social croit que l'achat de biens et de services est plus qu'une transaction économique. C'est vraiment un moyen très intéressant de créer un capital communautaire et de mobiliser des revenus qu'on va réinvestir dans nos activités dans la communauté. Donc, prenons le temps, je vous voyez le site, prenons le temps de éplucher tout ça pour bien comprendre. À l'échelle mondiale, nos communautés sont confrontées à des problèmes sociaux, économiques, environnementaux difficiles et complexes, que ce soit au niveau de l'économie locale, le décrochage scolaire, l'exode des jeunes dans le milieu rural ou régional vers les grands centres, l'isolement social des personnes euh, âgées ou même les personnes nouvellement arrivées s'ils ne connaissent pas grand monde dans leur pays d'accueil. Les défis de l'emploi, on dit que c'est un marché pour les employés présentement, mais il y a encore des laissés pour compte par le marché de l'emploi. L'impact de la COVID-19 et de la relance, je pense qu'on va en parler pendant plusieurs années. Ça a un impact sur les personnes, sur les organisations, sur les entreprises, sur les communications. Puis on le voit encore, hein, les taux d'intérêt qui augmentent tellement. Il y a peut-être même des personnes qui vont être obligées de vendre leur voiture, de vendre leur maison, faute d'avoir les revenus substantiels pour payer l'impact de cette COVID-19. Le secteur public. Quand je dis secteur public, je parle du gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et même le gouvernement municipal. Mais là, c'est le secteur public dépense globalement des milliards de dollars dans le cadre des marchés publics. Donc, quand on dit marché public, c'est qu'ils font des appels d'offres pour trouver des consultants, des contracteurs, des firmes, surtout des firmes qui vont pouvoir leur offrir un service à un prix X. 200 milliards de dollars par an, dont environ 80 et ça se passe au niveau local et régional. Donc, dans notre région de Cornwall, Stormont, Dundas, Glengarry, il y a quand même beaucoup de contrats qui sont offerts dans notre région. Peut-être un peu moins que dans les métropoles ou les grandes villes, mais il y en a des contrats dans notre région par tous les paliers de gouvernement. Le gouvernement fédéral, 18 à 20 milliards de dollars de biens et services, 180 milliards de dollars d'infrastructures ces 10 prochaines années. Donc, quand on dit 200 milliards de dollars au niveau local et régional, il y en a 20 milliards dans le fond, il y en a 180 milliards aussi au niveau fédéral d'infrastructures. L'approvisionnement social, c'est exploiter la valeur sociale des pratiques publiques existantes en matière de marché. John Baraket disait encourager un changement vers des achats basés sur l'obtention de résultats multiples en plus de la maximisation de la valeur financière. Imaginez si on peut vendre un produit ou un service, l'autre, il achète ce produit-là et ce service, puis au-delà de la transaction financière, il y a d'autres impacts, hein, dans la communauté. Prenons le temps de le découvrir. Pourquoi l'approvisionnement social? L'approvisionnement social est bien plus qu'une transaction financière. C'est plus que le meilleur rapport qualité-prix. Les achats deviennent un outil pour construire nos communautés.
Puis vous savez, quand on parle de consommation puis de production, on dit souvent, on va trouver la meilleure chose pour le moins cher. Il y en a d'autres qui cherchent vraiment de plus en plus qualité et prix. Puis il y en a d'autres qui cherchent autre chose. Ils veulent avoir de la bonne qualité pour un bon prix, mais ils veulent voir que leur achat a un impact dans la communauté. Aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix ne considère pas seulement le capital économique, mais aussi le capital communautaire. Donc, vous voyez, ce petit schéma-là présente différents types de capitaux. Le capital social, ben, c'est nous, notre famille, les institutions autour de nous, les réseaux. Le capital humain, c'est nos compétences, tout notre apprentissage, les formations que l'on suit, l'éducation continue que l'on fait dans notre vie. Capital culturel, c'est toute notre construction identitaire, notre culture, notre langue française, la diversité culturelle, le respect mutuel entre les cultures. Capital économique, ben, on le connaît, hein, c'est le revenu, les finances, le capital, l'argent, la monnaie qu'on sert pour faire toutes ces transactions-là. Puis le capital physique, ben, c'est l'immobilier, les maisons, les infrastructures, tout ça. Et il y a le naturel et le fabriqué dans le capital physique, donc autant les espaces verts que tout ce que l'humain a pu fabriquer. Le capital communautaire se retrouve au centre de tout ça. Et imaginez si on pouvait trouver une façon de faire des affaires tout en ayant une façon d'investir ou d'amener des capitaux dans le capital communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire approvisionnement ou achat? Approvisionnement, ça veut dire la valeur de l'acheteur, valeur du bien et du service, plus la valeur du fournisseur, valeur en dollars de la transaction pour le fournisseur, égale une valeur économique. Ça, c'est la logique de l'achat, hein. On a un produit, l'acheteur veut l'acheter, ce produit-là ou ce service-là. Le fournisseur veut le vendre, mais il veut avoir de l'argent en retour, puis il y a vraiment une valeur économique. Mais comme je le disais, ça change, cette logique-là d'approvisionnement ou d'achat. On voit de plus en plus une valeur sociale qui s'ajoute aux achats existants. Oui, il y aura toujours un bien, un service, un produit qui va être vendu à l'acheteur. Le fournisseur de ce produit, de ce bien, de service s'attend à avoir de l'argent en retour. Puis les deux veulent avoir une valeur sociale créée par l'achat. Donc, un produit plus vert, un produit qui ne pollue pas l'environnement, un produit qui respecte les personnes, qui respecte les travailleurs, qui n'exploite pas les travailleurs. Et le cumulatif de ces trois éléments-là, ça l'amène une valeur communautaire. L'évolution des marchés, vous voyez, en 2003, de 1700 à 1960, on était dans une logique de commerce, vraiment prix et peut-être même pas qualité. Euh, on cherchait à obtenir des produits et des services au moindre coût. Dans les années 2003, c'était vraiment, oui, on a besoin des denrées, on a besoin de produits, services bien. On veut avoir un prix juste, mais on veut avoir de la qualité. Dans les années 2010, euh, il y a un autre élément qui est rentré dans la ligne de compte, comme je le mentionnais, un bon prix, des produits de qualité, mais aussi un impact écologique, donc des produits verts. Et maintenant, ce qu'on voit de plus en plus depuis 2018, c'est oui, un bon prix, de la qualité de produit, euh, dans une logique écologique, mais dans une logique aussi d'un impact, qu'il y a un retour dans la communauté, que cet achat-là peut avoir une incidence dans le développement de la communauté. Donc, exemple, si on parle de créer un produit, exemple, le gouvernement fédéral fait un appel d'offres et il y a des organisations communautaires avec des entreprises privées, disons, d'un autre coin de la planète qui appliquent, ben, l'organisation communautaire qui crée de l'emploi localement, qui embauche localement, qui achète localement, qui peut offrir le meilleur prix et aussi une grande qualité parce qu'il veut que ça fonctionne dans sa communauté, a un impact écologique très fort parce qu'il ne s'approvisionne pas de très loin, donc son empreinte écologique est vraiment très minime. Et cet argent-là vient dans l'organisation, puis les profits, les surplus vont être investis dans la mission sociale, donc offrir plus de services dans la communauté. C'est ça la logique des quatre bulles. Donc, imaginez quand on réussit de faire cette équation-là. Donc, si on regarde ce modèle-là,
Au centre, on a l'entreprise sociale. Comme exemple, l'ACFA SDG, elle a deux entreprises sociales. Elle a son LOL Mort de rire qui vend des formations en humour un peu partout dans les écoles. Puis maintenant, ça sera bientôt un peu partout au Canada. Mais elle a aussi Carrefour Immigration Crossroads qui offre des services d'accueil et d'accompagnement pour les nouveaux arrivants, surtout les demandeurs d'asile, mais aussi tous les arrivants dans la région. Ça, ce sont les deux entreprises sociales au cœur. Autour d'elle, il y a une variété de partenaires qui peuvent utiliser les services d'une ou l'autre des entreprises. Donc, si je reviens à LOL Mort de rire, les gens qui sont dans le premier cercle qui achètent un produit de la chaîne de l'entreprise sociale, ce serait exemple les conseils scolaires et les écoles qui achètent les ateliers pour avoir des ateliers d'humour pour les jeunes francophones dans leurs écoles. Donc, ça, c'est le premier cercle autour de l'entreprise sociale. Donc, on leur fournit un service, on leur approvisionne un service. En retour, on a des entrées d'argent. Euh, on peut aussi, dans cette logique-là, s'approvisionner d'entreprises sociales, d'entreprises qui sont des entreprises de la communauté. Donc, le gouvernement ou même des entreprises privées, dans tous leurs achats, ils pourraient choisir que X pourcentage d'achats vont être faits auprès d'organismes communautaires. Tout le monde sait que c'est dur financer nos organismes communautaires. C'est pas toujours à coût de subvention pour des projets qu'on va vraiment arriver. Mais si on fait des choses de bien, qu'on pourrait commercialiser et qui nous amènerait des entrées d'argent presque récurrents, pourquoi pas? Donc, ces cercles-là montrent que, il y en a qui fournissent des biens et des services, il y en a d'autres qui achètent des biens et services. Puis pourquoi, à un moment donné, on ne ferait pas de l'approvisionnement entre même organisations et entreprises sociales en toute solidarité? Donc, d'acheter auprès d'une entreprise sociale, ça peut être vraiment porteur. Donc, un organisme, exemple, qui aurait besoin ben, je vais donner l'exemple encore là de l'ACFO SDG, qui a une expertise en planification stratégique, mais il y a eu deux autres ACFO qui voulaient faire l'exercice. Donc, ils ont choisi de donner un contrat à un autre organisme communautaire qui a pu animer le processus à un bon prix, comparativement à l'entreprise privée. Donc, c'était gagnant-gagnant. Puis en même temps, ça l'a aidé à tisser des liens beaucoup plus solidaires entre les deux organisations, puis entre les trois organisations. Et un a eu un très bon service, l'autre a eu une entrée d'argent. C'était vraiment gagnant-gagnant. Donc, dans cette logique-là du modèle du cercle concentrique, il y a seulement, on regarde vraiment les avantages autour de notre entreprise sociale ou de notre organisation communautaire en affaires. On peut, comme je le disais, acheter d'autres entreprises sociales avant d'acheter d'autres types d'entreprises qui peut-être exploitent leurs employés ou peut-être font venir des produits vraiment trop loin sur la planète qui ont une empreinte écologique vraiment négative. On peut s'approvisionner entre nous, on peut se soutenir mutuellement, puis on peut aussi, il peut avoir aussi dans cette logique-là de chaîne d'approvisionnement, ça peut monter jusqu'au gouvernement qui pourrait choisir que dans tous les contrats qu'il va octroyer, que ce soit la municipalité, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, que dans tous les contrats qu'il va octroyer, qu'il y en aurait certains de ces contrats-là pour des organisations communautaires parce qu'ils savent que chaque argent, chaque dollar va avoir un impact tant social, économique que communautaire. Donc, l'approvisionnement social, il y a deux voies principales, hein. Il y a l'achat social. Donc, nous, on peut acheter des biens et des services dans les organisations, dans les entreprises sociales, puis on sait que ça a un impact dans les communautés. Ou il y a des ententes commerciales qui peuvent être en place pour avoir des retombées locales. Donc, exemple, la municipalité de Cornwall pourrait, lors de son appel d'offres, inviter pas juste les entreprises privées, mais aussi les organisations communautaire à soumettre une proposition de service. Ce n'est pas gagné d'avance. On n'a pas un contrat automatique, mais souvent dans cette logique-là d'approvisionnement social, on peut mettre des points de plus, des critères d'évaluation de plus pour donner une chance à l'organisation communautaire d'obtenir certains contrats. Puis ça peut aider à l'aménagement du territoire, au développement d'infrastructures. Puis là, j'aurais pu donner plein d'autres exemples. Mais il y a vraiment deux voies principales à l'approvisionnement social. Buy Social Canada a même mis sur place un programme de certification des entreprises sociales. Donc, si vous, comme organisation, ça vous intéresse d'entreprendre cette démarche-là, de vous former, de vous informer pour l'approvisionnement social, de savoir comment se positionner sur les sites des gouvernements pour répondre à des appels d'offres, de développer des propositions gagnantes, de vraiment, parce que là, on n'est plus dans une même logique de subvention, on est dans une logique de fournir un service pour un bon prix. Parce que nous, ben, comme je le disais,
l'argent qu'on gagne, puis les surplus de cet argent-là, ben, on le réinvestit dans notre mission sociale, qui est tantôt une mission sociale, environnementale, culturelle, linguistique, identitaire. Parce que la majorité, sinon la totalité des bénéfices qu'on va avoir de ces entrées d'argent-là, on la réinvestit dans notre mission. Ça a vraiment un impact dans nos communautés. Exemple, encore là, si l'ACFA SDG, ben, l'ACFA SDG a fait un contrat en accueil et en accompagnement pour les demandeurs d'asile. Donc, c'est sûr qu'on était payé, on a pu embaucher toute une équipe, on était payé pour offrir le service. Comme l'entreprise privée, il y a eu des bénéfices d'offrir ce service-là. Puis nous, l'argent, la totalité des bénéfices sont réinvestis dans notre mission. Et ça fait qu'une organisation comme la FOSDG peut offrir plein d'autres programmes dans sa communauté qui ne seraient pas financés, par exemple, des subventions ou autres. En tant qu'acheteur, voici les éléments à considérer. Quelles sont la mission, la vision et les objectifs de votre organisation? Comment, en tant qu'organisation, essayez-vous d'apporter une contribution positive à votre communauté? Et qu'est-ce qui motive vos employés à travailler dans votre organisation? Votre organisation, elle achète des produits. Vous achetez des fournitures, vous achetez des ordinateurs, vous louez des espaces. On est des organisations consommatrices de biens, de services et de produits. Posez-vous la question à ces trois questions-là pour commencer à réfléchir quel genre d'acheteur vous êtes pour encore là, améliorer vos propres politiques d'achat. Hein, d'avoir une politique d'achat au sein de nos organisations qui dirait, ben, avant d'acheter d'une entreprise privée, je vais regarder dans mon réseau associatif, le réseau des autres organisations, si je ne peux pas embaucher une autre organisation qui a cette expertise-là et l'aider tout en m'aidant moi-même. Est-ce que je pourrais réinvestir au lieu d'aller chercher un consultant à Vancouver? Ben, pourquoi pas trouver un consultant qui travaille déjà dans notre région? Euh, Puis encore là, c'est de réinvestir localement. Posez-vous la question, essayez de découvrir votre organisation, quel genre d'acheteur il est. En tant qu'acheteur, voici les éléments à considérer. Qu'est-ce que vous achetez? Donc, essayez de faire la liste de tous les services que vous achetez. Est-ce que vous avez un bureau, donc vous avez un service de nettoyage? Est-ce que vous organisez des réunions? Vous avez sans doute des services de restauration pour amener des repas lors de ces réunions-là. Est-ce que dans le temps des fêtes, vous donnez un cadeau à vos bénévoles ou à vos employés? Est-ce que ben, vous achetez des produits, vous achetez du papier, vous achetez des plumes, vous achetez des meubles? Donc, essayez de voir, faites la liste de tous vos produits, puis essayez après ça de voir qui sont les fournisseurs de ces produits-là. Donc, vous pouvez tout écrire vos différents fournisseurs. Puis là, essayez de cocher dans cette liste-là qui est une entreprise sociale, qui est une coopérative ou qui est une entreprise qui a une valeur sociale. Ça pourrait être une entreprise privée locale qui est très impliquée dans sa communauté. Et c'est ça, on dirait que c'est une entreprise privée à valeur sociale ou à mission sociale. Donc, vous faites votre liste de tous vos produits que vous achetez, vous faites la liste de tous vos fournisseurs, puis si vous n'êtes pas capable d'en identifier qui sont dans ceux-là, des entreprises sociales, des coopératives ou des entreprises de la région ou de la localité qui s'investissent dans la communauté, ben, ça vaut peut-être la peine d'ouvrir ces horizons et d'essayer de voir dans notre environnement qui d'autre pourrait nous fournir ces mêmes produits et services-là. Puis encore là, dans une logique de solidarité, d'approvisionnement social, d'impact, oui, économique, d'impact social, mais d'impact communautaire. Si à quelque part, hein, dans tout ce que je vous ai dit, je vous ai piqué un petit peu avec cette innovation sociale qui est l'approvisionnement social. Je vous invite à aller voir les guides. La majorité ont été traduits, guides sur l'approvisionnement social, menu d'approvisionnement social, d'approvisionnement à valeur sociale. Les deux autres sont euh, non, c'est vraiment les deux guides ont été traduits en français. Il y a aussi, si vous faites la logique achat local sur Google ou approvisionnement social, vous allez trouver plein d'autres documents. Mais imaginez-vous, là, rêvons un petit peu, là. C'est à quelque part, en plus parce que l'État a une obligation, les gouvernements, ils récoltent nos impôts, puis ils ont une obligation de réinvestir ces argents-là
pour offrir des services à la communauté. Donc, ça peut être des routes, ça peut être des écoles, ça peut être des services de santé, mais c'est aussi des services communautaires. Et c'est pour ça que les organisations communautaires ont accès à des subventions. Puis rares sont les organismes qui sont financés à 100%. Plusieurs des organisations font des activités philanthropiques, une campagne de financement participatif en ligne, un souper de spaghettis ou un grand événement pour générer des revenus, un tournoi de golf ou des choses comme ça, ou une collecte de fonds ou une campagne majeure pour créer une infrastructure. Mais imaginez si une autre source de revenus, c'était pour valoriser des choses que vous faites déjà, des produits et des services que vous avez développés. Exemple, un atelier que vous avez pu offrir le temps d'une subvention, mais qui est encore en demande. Mais pourquoi pas le sortir, cet atelier-là, et de l'offrir peut-être à vos membres gratuitement, mais à un frais pour les non-membres ou les autres régions de votre province. On a plein de bons produits et de bons services dans nos organismes, dans nos baluchons, dans nos trousses à trésors et qu'on pourrait ressortir et commercialiser. Pourquoi pas? L'approvisionnement social, ça peut partir comme ça avec des choses qu'on a déjà développées et ça peut être aussi grand que de répondre à un appel d'offres du gouvernement fédéral pour avoir un contrat de 5 ans pour offrir un service. Quand j'étais directrice générale du Conseil de la coopération de l'Ontario, on a convaincu le gouvernement fédéral que notre organisation pouvait mieux gérer qu'une entreprise privée le programme Jeunesse Canada au travail. Ben, on l'a prouvé, c'était en 1999, et depuis ce temps-là, c'est toujours le Conseil de la coopération de l'Ontario qui gère le programme. Donc, on a misé au début sur une logique qui n'existait pas, il n'y avait pas de modèle, mais on a convaincu le gouvernement qu'on pouvait être les meilleurs pour le faire. On le fait. Et même encore, l'équipe en place continue de bien le faire parce que le contrat est renouvelé. Ça l'amène des revenus récurrents à l'organisation pour offrir un super bon service à la communauté. Donc, presque, il y a plusieurs services et produits que les gouvernements, la municipalité, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral pourraient avoir besoin. Pourquoi pas avoir notre chance comme organisation communautaire pour répondre à ces besoins-là et diversifier nos revenus. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la présentation et je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'innovation sociale parce qu'il s'en passe partout. Il y a plein de monde qui innove présentement pour faire des changements dans la société et pour créer de la richesse pour tous. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée.